Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. En ce début d'année 1985, l'Europe s'apprête à célébrer les 40 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 4 décennies, le vieux continent est divisé en 2 blocs idéologiquement opposés par un rideau de fer long de 7000 km du nord au sud. À l'ouest du rideau de fer, le bloc capitaliste mené par les États-Unis. À l'est, le bloc communiste dominé par l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Au centre du continent, l'Allemagne, grande vaincue de la guerre, est elle aussi coupée en deux car son territoire est traversé en son sein par le fameux rideau de fer, et ce depuis 1945. C'est ainsi qu'en 1949, 2 États allemands antagonistes voient le jour. La République fédérale d'Allemagne, la RFA à l'ouest, et la République démocratique allemande, la RDA à l'est. Située au cœur de la RDA, la ville de Berlin est elle-même divisée entre une moitié occidentale capitaliste et une moitié orientale communiste. Depuis 1961, Berlin-Ouest est encerclé par un mur de 155 km de long qui la sépare de Berlin-Est et de la RDA. Ce mur, que les autorités est-allemandes appellent cyniquement le mur de protection antifasciste, mais que les Berlinois surnomment le mur de la honte, sépare des familles et des amis qui vivent de part et d'autre de ce qui est rapidement devenu le symbole même de la guerre froide et la manifestation éclatante d'une terrible réalité, non seulement pour les Berlinois, mais aussi pour tous les Allemands, celle de la division de leur pays et du rêve de plus en plus illusoire de sa réunification. Près d'un quart de siècle après sa construction, le mur de Berlin semble bien parti pour demeurer longtemps debout. Mais toujours en ce début d'année 1985, un nouveau dirigeant est nommé à la tête de l'URSS, dont la RDA est un des pays satellites. Bien loin des vieillards qui se succédaient depuis plusieurs années au Kremlin, le nouveau numéro 1 soviétique incarne l'arrivée d'une nouvelle génération aux commandes de l'URSS. Peu de gens s'imaginent alors que par une série d'actions et de décisions capitales, ce dirigeant sera à l'origine d'un bouleversement qui changera à jamais la face de l'Europe et du monde. Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. À 54 ans, il est alors le plus jeune membre du Politburo, la plus haute instance dirigeante du parti et du pays. Lorsqu'il prend la tête de l'URSS, Gorbatchev est confronté à une situation économique, sociale et stratégique particulièrement difficile. En effet, depuis les années 70, l'économie soviétique est entrée dans une période dite de stagnation. La croissance ralentit fortement, le niveau de vie de la population stagne, voire régresse, et surtout, le système d'économie planifié, propre aux États communistes, empêche toute initiative privée. Dans le domaine de l'innovation scientifique, l'URSS, qui a pourtant été le premier pays à envoyer un satellite puis un homme dans l'espace, se retrouve de plus en plus en retard par rapport aux pays occidentaux, notamment les États-Unis ainsi que le Japon. Dans ces pays apparaissent dès la fin des années 70 les premiers signes de ce qui sera la 3e révolution industrielle avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, dont l'informatique. Sur le plan agricole, la production soviétique est insuffisante pour répondre à tous les besoins de la population. L'URSS est obligée d'importer une partie des denrées alimentaires qu'elle consomme, principalement d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. Les Occidentaux utilisent d'ailleurs cette situation à leur avantage, comme le montre l'embargo sur les céréales décrété par les États-Unis contre l'URSS en 1980. Enfin, sur le plan militaire, il devient de plus en plus difficile de supporter le coût de la course aux armements avec les États-Unis, du déploiement de l'armée soviétique et du soutien au gouvernement et guérilla communistes, non seulement en Europe de l'Est à travers le pacte de Varsovie, mais aussi en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et puis bien sûr, il y a l'enlisement et l'échec patent de l'armée rouge en Afghanistan, pays où les soviétiques sont intervenus en décembre 1979 pour porter secours à un régime communiste largement impopulaire. La résistance afghane, avec les Moudjahidines, équipés et entraînés entre autres par les Américains, tient tête aux Soviétiques. Pour tenter de résoudre ces difficultés multiples et croissantes, Gorbatchev, tout en restant attaché aux idéaux communistes, souhaite réformer en profondeur le système pour le sauver. Dès 1985, il lance une série de réformes spectaculaires,
connu en URSS et dans le reste du monde sous le nom de perestroïka. L'objectif principal est de restructurer et moderniser l'économie soviétique afin de la rendre plus compétitive par rapport à l'Ouest. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explose. Dans la foulée, un nuage radioactif s'échappe de la centrale et se répand à travers toute l'Europe. Cet accident nucléaire, qui reste à ce jour le plus grave de l'histoire, a des conséquences catastrophiques pour l'URSS car il a démontré l'état déplorable dans lequel se trouvent ses infrastructures et la façon dont les autorités ont successivement nié, menti, sous-estimé, puis réagi tardivement avec des ouvriers sous-équipés et condamnés à mourir pour tenter de limiter les dégâts. Conscient du coup porté à l'image de son pays, Gorbatchev lance une politique de transparence connue sous le nom de glasnost, qui permet notamment aux soviétiques de découvrir la vérité sur l'ampleur de leurs difficultés économiques, de la répression politique, notamment à travers les camps de travaux forcés, les sinistres goulags et du dysfonctionnement de l'ensemble de leurs institutions. Mais la décision la plus spectaculaire de Gorbatchev est celle concernant la politique soviétique en Europe de l'Est. En 1988, il annonce que l'armée rouge n'interviendra plus pour réprimer un mouvement de manifestation ou d'insurrection dans un pays du bloc de l'Est, comme cela a pu être le cas en Allemagne de l'Est en 1953, en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968. Le 25 octobre 1989, le porte-parole de la diplomatie soviétique surnomma cette nouvelle politique extérieure la doctrine Sinatra en référence au chanteur américain Frank Sinatra et à son célèbre titre My Way. En clair, les pays de l'Est sont libres de choisir leur propre destin. Il s'agit d'une rupture radicale avec la doctrine Brejnev, du nom du dirigeant soviétique qu'il avait mise en place en 1968. Quelques semaines seulement après l'écrasement du printemps de Prague par les troupes du pacte de Varsovie, qui affirmait le droit pour l'URSS d'intervenir militairement dans les pays du bloc soviétique pour mater toute rébellion anticommuniste. Cette doctrine décrétait ainsi la souveraineté limitée des États satellites de l'URSS. Gorbatchev, principalement parce que son pays n'a plus les moyens de sa politique extérieure, répudie ainsi ce qui en était jusqu'alors l'un de ses piliers. Les conséquences de ce changement majeur de posture de la part du Kremlin ne se font pas attendre, et les pays soumis à la poigne de fer de Moscou depuis plus de 40 ans commencent à s'émanciper et à prendre le chemin de la liberté. C'est en Hongrie, dirigée alors par des communistes réformateurs soutenus par Gorbatchev, que se produisent les premiers changements significatifs qui semblaient jusqu'alors inconcevables. Le 2 mai 1989, les gardes-frontières hongrois commencent à démanteler la barrière au niveau de la frontière avec l'Autriche. Puis, le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères hongrois et autrichiens participent symboliquement à une cérémonie de démantèlement de ces barbelés. Une brèche dans le rideau de fer vient de s'ouvrir. Les événements à la frontière austro-hongroise ne vont pas tarder à avoir des conséquences sur la RDA. Le 19 août 1989, un pique-nique pan-européen est organisé à la frontière austro-hongroise. À l'origine de ce projet, l'Union pan-européenne, la plus ancienne organisation fédéraliste européenne, créée en 1923. La branche autrichienne de ce mouvement, dirigée par Karl von Habsburg, distribua des prospectus à des milliers d'Allemands de l'Est qui souhaitaient passer à l'Ouest pour les inciter à se rendre à ce pique-nique, dont les organisateurs estimaient qu'il s'agirait d'un test auprès des soviétiques quant à leur réaction à ce véritable défi lancé au bloc de l'Est. Au vu de l'absence de réaction venant de Moscou, le pique-nique pan-européen fut rapidement considéré comme un succès majeur. Surtout, le 19 août 1989 fut alors la journée qui vit le plus grand nombre d'Allemands de l'Est fuyant à l'Ouest depuis la construction du mur de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. De fait, suite à ce pique-nique, la frontière austro-hongroise fut de facto ouverte et des milliers d'Allemands de l'Est en profitèrent pour fuir leur pays en passant par la Hongrie afin de rejoindre ensuite l'Autriche puis la RFA. En tout, ce seront plus de 30 000 citoyens de la RDA qui passeront par la Hongrie jusqu'à la fin du mois de septembre quand les autorités est-allemandes interdisent à leurs habitants de se rendre dans ce pays. Dans le même temps, des milliers de ces mêmes Allemands de l'Est vont en Tchécoslovaquie pour se réfugier à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Prague avant que la RDA ne ferme sa frontière avec la Tchécoslovaquie le 3 octobre. Dans le même temps, un mouvement de contestation ne cesse de croître au sein même de la RDA.
À partir du 4 septembre, tous les lundis, la ville de Leipzig connaît des manifestations toujours plus importantes. Malgré les arrestations et la répression exercée par la police, les Allemands de l'Est ne cèdent pas à la peur. Le 2 octobre, après une nouvelle manifestation qui réunit plus de 10 000 personnes, le dirigeant est-allemand, Erich Honecker, ordonna de tirer sur la foule. La police, l'armée et les redoutables services secrets, la Stasi, se préparent pour cette situation. Dans les rangs des manifestants, la crainte d'une répression semblable à celle du mouvement étudiant sur la place Tiananmen à Pékin le 4 juin 1989 ne cesse de grandir. Les 6 et 7 octobre, comme s'ils ignoraient le vent du changement qui souffle à travers le bloc communiste, les dirigeants est-allemands célèbrent en grande pompe les 40 ans de la création de la République démocratique allemande. Au programme, parade militaire, défilé des jeunesses libres allemandes, mouvement de la jeunesse du régime communiste, et banquet au palais de la République à Berlin-Est. Invité de marque de cet anniversaire, Mikhaïl Gorbatchev profite de cette occasion pour lancer en privé cette phrase aux dirigeants est-allemands « La vie châtie sévèrement celui qui reste politiquement en arrière ». Faisant partie des dirigeants du bloc de l'Est qui refusent toute réforme politique ou économique, Erich Honecker semble toujours croire à une intervention de l'URSS et du pacte de Varsovie pour réprimer les manifestations. Il n'avait pas compris que Gorbatchev était sérieux lorsqu'il disait que son pays ne s'immisçait plus dans les affaires intérieures des pays d'Europe centrale et orientale. Honecker osa même affirmer que le mur de Berlin serait toujours debout dans 100 ans. Humiliation suprême pour les dirigeants de la RDA lorsqu'un cortège de la jeunesse libre allemande passe devant la tribune officielle, les participants au défilé crient en chœur « Gorbi, Gorbi, Gorbi », surnom affectueux donné à Gorbatchev pour réclamer l'intervention de ce dernier en faveur des manifestants est-allemands. En attendant, et en dépit des craintes d'une répression de la part des autorités, les Allemands de l'Est sont toujours plus nombreux à manifester chaque lundi. À Leipzig, épicentre de la contestation, ils étaient 70 000 à défiler le 9 octobre, 120 000 le 16, 300 000 le 23, avec pour slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. Ces manifestations du lundi, comme on les appelle, reçurent le soutien tacite de l'Église. Les églises, justement, virent se rassembler des milliers d'Allemands de l'Est en leur sein, car il s'agissait des seuls endroits où la population pouvait s'exprimer librement sans avoir à craindre de subir des représailles. Impuissant face à cette vague de contestation sans précédent, le 18 octobre, le comité central du Parti socialiste unifié, le SED, congédie Erich Honecker pour le remplacer par le numéro 2 du parti, Egon Krenz. Ce dernier promet des réformes pour améliorer l'état des libertés et la situation économique. Pourtant, le mécontentement continue de grandir. Le 4 novembre, ce sont 1,5 million de personnes qui manifestent à Berlin-Est dans ce qui est la plus grande manifestation de l'histoire de la RDA. Entre-temps, la frontière avec la Tchécoslovaquie est rouverte le 1er novembre et le gouvernement de Prague laisse les citoyens de la RDA passer par son territoire pour aller en RFA, ouvrant ainsi davantage le rideau de fer. Comprenant finalement qu'elles doivent céder, les autorités est-allemandes préparent une mesure qui va tout changer. Le 9 novembre 1989, lors d'une conférence de presse organisée devant un parterre de journalistes du monde entier, le porte-parole du gouvernement est-allemand, Günther Schabowski, annonce la mise en place d'une nouvelle mesure autorisant les citoyens de la RDA à voyager librement à l'étranger sans avoir besoin des autorisations qui rendaient jusqu'alors toute sortie du pays quasiment impossible. Par ailleurs, la RDA n'empêchera plus l'émigration de ses habitants vers l'étranger, y compris entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. En clair, l'Allemagne de l'Est ouvre totalement ses frontières. L'annonce de cette nouvelle mesure gouvernementale est déjà historique, mais c'est la question d'un journaliste qui va précipiter la chute du mur de la honte. Lorsqu'on lui demande quand cette nouvelle mesure concernant les voyages à l'étranger sera mise en place, Schabowski, qui n'était pas impliqué dans la préparation du texte, qu'il n'a découvert que quelques minutes avant la conférence de presse, improvise cette réponse. Autant que je sache, immédiatement, sans délai. En réalité, cette mesure sur les voyages à l'étranger depuis la RDA ne devait être que temporaire avant le vote d'une loi portant sur ce sujet par la Volkshammer, le parlement est-allemand. Mais à ce moment-là, il était impossible de revenir en arrière. À 19h04, la principale agence de presse ouest-allemande annonce la nouvelle de l'ouverture des frontières de la RDA, y compris avec Berlin-Ouest.
À 19h17, c'est la deuxième chaîne d'Allemagne de l'Ouest, la ZDF, qui diffuse la décision du gouvernement est-allemand dans son journal débuté juste après la fin de la conférence. Puis, à 20h, c'est la première chaîne de RFA, l'ARD, qui évoque l'annonce de Chabowski en tant que premier titre de son journal du soir. Depuis la fin des années 50, les deux principales chaînes de télévision ouest-allemandes, l'ARD et la ZDF, sont reçues par la quasi-totalité des foyers de la RDA. Et cela faisait déjà de nombreuses années que les Allemands de l'Est préféraient regarder les informations de l'Ouest, considérant celles de leur pays comme de la pure propagande. Après l'annonce de l'ouverture des frontières, des milliers de Berlinois commencèrent à se rassembler au niveau du mur et des 6 postes frontières séparant Berlin-Est de Berlin-Ouest. Les gardes-frontières, qui n'avaient pas été mis au courant de la nouvelle directive sur les voyages à l'étranger, se retrouvent rapidement submergés par l'afflux de personnes qui exigent de passer librement à Berlin-Ouest. Ne sachant pas comment répondre, les gardes-frontières appelèrent leurs supérieurs pour tenter de trouver une réponse convenable à cette situation inédite. Mais devant le nombre toujours plus important de personnes réclamant une ouverture immédiate des frontières, les gardiens postés dans les différents points de passage vers l'ouest ne sont pas prêts à employer la force, par exemple en tirant sur la foule. Vers 23h30, le commandant du poste frontière de la Bornholmer Straße cède face à la pression des habitants de Berlin-Est et autorise les gardes à ouvrir les barrières. Les Berlinois de l'Est peuvent désormais passer librement à Berlin-Ouest. De l'autre côté du mur, étant évidemment au courant de la nouvelle de l'ouverture des frontières, les Berlinois de l'Ouest accueillent chaleureusement les Berlinois de l'Est, leur offrant des fleurs, du champagne, du chocolat, des fruits. Des familles et des amis, séparés depuis 1961, peuvent enfin se retrouver et s'étreindre dans leurs bras. Mais surtout, avec l'ouverture des postes frontières, le symbole même de la guerre froide, l'illustration de la division de Berlin, de l'Allemagne et de l'Europe, ce mur de la honte, comme on l'a appelé, avait perdu toute sa raison d'être. Tout au long de la nuit du 9 au 10 novembre, les Berlinois de l'Ouest et de l'Est se rassemblèrent le long du mur. Nombre d'entre eux montèrent dessus, et certains commencèrent même à le détruire symboliquement à coups de pioche. Tout le monde a également en tête les images du violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch jouant un extrait des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach devant une portion du mur en attente d'être détruite. Dans les jours suivant cette date désormais historique, du 9 novembre 1989, des bulldozers commencent à démolir certaines sections du mur afin d'ouvrir de nouveaux postes frontières, et ce, à la plus grande satisfaction des Berlinois qui assistent à cet événement qui semblait encore inimaginable peu de temps auparavant. Le 22 décembre 1989, la porte de Brandebourg, monument emblématique de Berlin et autre symbole de la division de la ville, est officiellement rouverte en présence du chancelier ouest-allemand Helmut Kohl et du premier ministre est-allemand Hans Modrow. Le 13 juin 1990, le démantèlement du mur de Berlin débute officiellement. Il ne sera achevé qu'en 1992. Cependant, il a été décidé que certaines sections du mur resteraient debout en souvenir du passé douloureux de la ville, tandis que d'autres morceaux seraient transportés ailleurs dans Berlin ainsi que dans le reste du monde pour être exposés au grand public. En parallèle de la chute du mur de Berlin, les autres régimes communistes du bloc de l'Est s'effondrèrent les uns après les autres. Durant cette période, plusieurs grandes figures s'affirmèrent grâce à leur combat contre le communisme et pour la liberté. On pense notamment à Lech Walesa et au syndicat Solidarność en Pologne, au pape Jean-Paul II, lui-même d'origine polonaise, ou encore à l'écrivain Václav Havel en Tchécoslovaquie. Dans tous ces pays, les révolutions n'ont pas donné lieu à des effusions de sang, à l'exception notable de la Roumanie du dictateur Nicolae Ceausescu, ce dernier ayant été arrêté puis exécuté avec sa femme le 25 décembre 1989. Si, pour des millions d'individus à travers le monde, en particulier ceux vivant sous la férule de régimes autoritaires, la chute du mur de Berlin symbolise la victoire de la liberté sur la tyrannie et l'oppression, en Allemagne même, l'effondrement du mur de la honte symbolise la volonté de se retrouver ensemble après avoir été séparés contre leur propre volonté pendant plus de 40 ans. En somme, la chute du mur de Berlin ouvre la voie à une nation allemande réunifiée et libre. Personne ou presque n'imagine, au soir du 9 novembre 1989, que seulement 339 jours séparent cette journée entrée dans l'histoire de celle de la réunification officielle de l'Allemagne, le 3 octobre 1990.